les incidents, ils existent aussi dans l'usage individuel de la voiture. Hein. Les bouchons, par définition, on tombe dedans et puis on ne peut pas revenir en arrière. Mais on en est vite informé. Enfin, avec les outils. On y est de plus en plus. Mais je pense vraiment que cette prévisibilité des incidents, et puis l'information en temps réel, ça concerne la voiture individuelle comme le transport collectif. Et on a beaucoup progressé dans ce domaine-là, y compris d'ailleurs dans la loi sur le service qu'on appelle le service minimum, où un des aspects, c'est la prévisibilité, la prévision de ce qui va se passer demain ou après-demain en cas de grève. Il y aura 50%, 60% de trains qui circuleront. Et donc, on peut adapter ces choix modaux à partir de ces informations-là, si on les a la veille, ou même si on les a le jour même, en improvisant à ce moment-là, ou en choisissant peut-être des itinéraires plus longs ou d'autres modes que celui qui était prévu. Pourquoi pas le vélo, tiens, franchement, beaucoup de voyages sont des voyages très, très courts, où le vélo est dans sa zone de pertinence. Alors évidemment, si on a 90 ans, c'est peut-être plus difficile de prendre un vélo, mais si tous ceux qui peuvent prendre le vélo le prennent, on débarrasse déjà beaucoup la voirie. Donc je pense que dans cette complexité-là, les technologies là, de l'information et de la communication, et puis la réservation, le paiement par smartphone, tout ça, ça change complètement la donne. Ok. Sur cette question, Jean-François Oui, c'est ça, Jeannin. je suis tout à fait le propos du président. Je pense qu'effectivement, il y a des problèmes complexes, mais il faut éviter de prendre des questions qui recomplexifient par elles-mêmes, puisque, en définitive, on n'a plus seulement affaire aujourd'hui à deux modes de transport. Le premier étant la voiture que je possède et que j'utilise tout seul, et l'autre étant le transport collectif dans lequel je suis à attendre devant un arrêt qu'il y ait un bus qui veuille bien passer sans que je sache si le service n'est pas terminé ou s'il ne va pas s'arrêter, etc. Bon, je ne suis même pas tout à fait sûr s'il n'y a pas une information que c'est bien là que le bus va s'arrêter et pas de l'autre côté du carrefour. Bon. Donc avec l'information de l'usager, les paiements, etc., on a simplifié cet usage et on a sécurisé cet usage du transport collectif, mais c'est vrai qu'on arrive à la limite quand il y a un grand succès, puisqu'il y a des périodes où c'est vraiment pas très agréable, on ne peut même plus téléphoner, donc au moins dans une voiture arrêtée on peut téléphoner, donc il y a effectivement un confort tout à fait différent, et ce dont il faut s'apercevoir, c'est qu'on a créé de nouveaux modes de transport à une vitesse qui n'est pas négligeable. C'est peut-être de l'ordre d'un nouveau mode de transport par an, avec l'autolib. C'est un mode de transport totalement nouveau. Et si vous faites le rapport entre le nombre d'abonnés et le nombre de voitures, vous trouvez quelque chose comme 30 ou 40. Donc on a là satisfait avec un certain nombre de voitures les besoins, alors pas forcément tous les besoins d'utilisation d'une voiture, mais je dirais les besoins secondaires d'utilisation d'une voiture qui justifiaient des deuxièmes voitures, etc., pour 40 ou 50 personnes. Donc on a un coefficient tout à fait important. Bon, au moment où on parle d'autorité de mobilité, on voit bien qu'il faut qu'on relie la disponibilité des parkings, la disponibilité des parkings, même les parkings les P+R, les parkings relais. Hein. Il faut qu'on relie cette disponibilité et leur traitement avec l'utilisation, le caractère ouvert ou non de l'utilisation de la voiture. Puisque le premier problème que va avoir un conducteur s'il s'aperçoit qu'il y a un bouchon et qu'il a en tête que peut-être il y aurait une autre possibilité sur le transport public, serait de trouver d'abord un parking pour laisser sa voiture et avoir quelque chance aussi de la retrouver à un autre moment. Donc il faut que dans la chaîne d'information
sur l'intermodalité, le parking, sa disponibilité, éventuellement sa possibilité d'être réservé, savoir comment on le paye, etc. Tout ça doit faire partie de la chaîne d'information qui est disponible. Alors, je crois qu'à Strasbourg, on a eu l'idée, je pense très importante, de donner des tickets pour le transport public aux personnes qui arrivent dans une voiture, dans un parking de dissuasion, en donnant plusieurs tickets quand il y a plusieurs personnes dans la voiture, sauf erreur. Et ça me paraît effectivement quelque chose qui est tout à fait logique une fois qu'on l'a fait, et tout à fait invraisemblable quand on ne l'a pas fait, quoi. Mais c'est des choses qu'il faut commencer à inventer. Et les modes de transport, on a parlé du troisième mode en disant il y a le premier qui est la voiture en solo, le deuxième qui est le transport public, et maintenant il y a tout le reste, le troisième mode. Alors c'est un clin d'œil à la Révolution française, sur le fait que finalement le tiers-État a pris une énorme place par rapport au mode précédent. Et je crois que c'est un petit peu ça qu'il faut avoir maintenant, puisqu'on est mûr, en tout cas on n'a pas de difficultés majeures, sauf dans nos têtes peut-être, à faire de l'intermodalité grâce au système d'information. Donc sur ce point, Carlos Moreno. Oui, je vais toujours dans cette démarche un peu systémique introduire 2 ou 3 éléments complémentaires à ce qui vient d'être dit. Et le premier, donc les études montrent, notamment dans les agglomérations, comment la problématique de la mobilité, et avec cette problématique de la difficulté à se déplacer en ville, est particulièrement importante par rapport à la population qu'on appelle périurbaine. Donc nous savons que plus de 60% des déplacements des banlieues à banlieue, par exemple, dans les agglomérations, sont à la source de bouchons. Je parlais de 300 km de bouchons quotidiens en région parisienne quand il fait beau, 500 quand il pleut, et sont liés à cette problématique périurbaine. Donc je pense qu'en termes effectivement des schémas directeurs, des stratégies, tant qu'on n'aura pas effectivement ciblé comment améliorer de manière plus structurelle cette capacité de mobilité. J'ai discuté avec Timothy Papandreou de San Francisco, que j'ai eu l'occasion d'inviter à la conférence que j'ai organisée à Paris au mois de mars. Et donc, lui me disait que sur San Francisco Valley, à la Silicon Valley, où il y a des bouchons assez importants, le fait donc d'avoir eu une approche systémique pour décaler de l'ordre donc de 5% les arrivées donc, dans les lieux de travail, s'était traduit par une libération de la pression de 25% en termes donc de mobilité. J'étais à Pessac il y a pas longtemps, donc vous voyez là à Bordeaux, à Bordeaux qui est une zone de technologie, ou à Saclay au CEA quand vous allez à réunion les matins, donc entre 8h et 9h, c'est l'enfer là. Donc vous avez à partir donc de Massy-Palaiseau le bouchon jusqu'à l'entrée des Sceaux à Saclay. Et à Pessac quand on va, c'est les Émile-Atlantique, voilà. Donc je pense qu'il y a une double problématique de périurbaine. Deuxièmement, donc comment dans ces banlieues très technologiques ou très industrielles, les déplacements, donc on parle de véhicules, puisqu'ils ne sont pas assez desservis. Et troisièmement, donc, il y a une démarche liée au transport collectif en termes effectivement de plaisir et de qualité de vie. C'est vrai que quand il n'y a pas le plaisir et la qualité de vie à l'intérieur du transport collectif, donc ce n'est pas encourageant. J'étais à Pékin, donc il y a 15 jours, invité pour donner une série de conférences là-bas, et j'étais assez impressionné de voir, donc à l'échelle de quelques années, j'étais il y a 7-8 ans, l'amélioration de la qualité du transport collectif à Pékin, où on offre à l'intérieur donc des rames un certain nombre de services connectés, donc la télé, les informations, je pense qu'elles sont, mais bon, il y a quand même les informations, la télé. Vous avez que donc ce sont des villes qui à l'intérieur des wagons. Ensuite, il y a tout un programme qui s'appelle résilience et qualité de vie, parce que vous savez que donc il y a tout un programme des villes résilientes à Pékin. Donc toute la problématique de la résilience au travers des BD et des villes en permanence, quoi faire en cas de ceci, quoi faire en cas de cela, etc., etc. Et il y a tout un système, donc par exemple au niveau des tunnels, j'ai pris un certain nombre de photos, je les ai publiées sur mon blog, où il y a des systèmes d'holographie qui projettent des informations quand le wagon traverse le tunnel, parce que c'est noir, donc il y a un système d'holographie, il balance des informations, donc vous êtes
debout et vous voyez sur la vitre donc des informations qui sont projetées de manière hologrammique qui circulent. Et c'est vrai que ça crée donc un système plaisant. Il y a le Wi-Fi de plus en plus partout. Essayez de faire donc de Wi-Fi à l'intérieur d'une rampe de métro à Paris. Ça connecte jamais, ça marche jamais, etc. Donc tout ça va dans le sens de desservir la qualité de cela et au profit d'autres moyens donc de transport qui devient donc source de congestion. Donc moi je pense que cette approche systémique, elle est intéressante donc toujours à privilégier pour trouver dans cette espèce de chaîne de valeur globale des solutions ou des approches systémiques qui désengorgent un peu dans un contexte de in transformation de mode de vie. Et pour finaliser, donc j'ai participé à un certain nombre de réflexions sur la problématique des coworking, par exemple. Les coworking, les télécentres, les centres à distance. Je suis très impliqué à Barcelone, donc sur le schéma directeur avec Xavier Trias et ses équipes, donc sur la gestion des infrastructures urbaines, etc. Et on voit donc comment le effet du coworking, quand on crée les télécentres et qu'on dispatche sur le télécentre avec moins de déplacements, les impacts que ça produit. Donc 1% de décalage par ici, 1% par là des coworking, 1% d'amélioration de la qualité de vie, 1% d'amélioration de transport périurbain, des parkings, etc., ça désengorge à bout de pourcents, effectivement, une démarche de mieux vivre en ville, voilà, qui est, in fine, l'objectif, qui est notre transformation de nos relations avec l'environnement où nous sommes situés.